Bienvenue dans le débat. L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York. Les pays membres de l'ONU se réunissent cette semaine. Seulement voilà, au sein du Conseil de sécurité cette année, seuls les États-Unis sont représentés par leur président, Joe Biden. Vladimir Poutine est sous mandat d'arrêt international. Ni la Chine, ni le Royaume-Uni, ni la France ne sont représentés par leur chef d'État ou de gouvernement. Paris envoie la chef de la diplomatie, Catherine Colonna. Cette absence signifie-t-elle la perte d'influence de l'ONU dans un monde fragmenté? L'agression russe en Ukraine a encore dégradé un environnement géopolitique marqué par l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. G20, BRICS, G77, la multiplication des enceintes régionales accélère-t-elle aussi la crise de l'organisation? Et pourtant, le monde reste marqué par des crises globales, le réchauffement climatique, les bouleversements technologiques ou encore la pauvreté. 24 millions de personnes risquent de tomber dans une insécurité alimentaire aiguë selon le PAM. Volodymyr Zelensky a fait en tout cas le déplacement à New York. Le président ukrainien monte pour la première fois à la tribune de l'ONU. Joe Biden a réitéré son soutien à l'Ukraine et appelé tous les pays à se dresser contre l'agression russe. Alors à quoi sert l'ONU dans un monde en voie de fragmentation? Quelles sont les lignes de fracture Est-Ouest, Nord-Sud? L'écart entre l'Occident et le Sud global s'est-il renforcé avec la guerre en Ukraine? Que peut-on retenir de l'intervention de Joe Biden? Et finalement, est-ce la fin de l'ordre mondial de l'après-guerre froide, comme le suggère Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bienvenue. En face de vous, Marie-Françoise Bechtel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation Respublica. Bienvenue également. Pascal Boniface est avec nous ce soir. Bonsoir. Directeur et fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Ukraine, notamment auteur de La guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, et c'est chez Erol. Et je signale également, écrit avec Hubert Védrine, votre Atlas géopolitique. Combienième édition? 5e. 5e édition, voilà, qui vient de paraître. Alain Leroy est avec nous ce soir. Bonsoir. Ambassadeur de France, ancien ambassadeur de France à Rome et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Bienvenue à vous. On va tout de suite écouter Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, qui a donc ouvert le bal des discours à la tribune. Excellence, notre monde est en train de s'effondrer. Les tensions géopolitiques augmentent, les défis mondiaux se multiplient et nous semblons incapables de nous unir pour y répondre. Nous sommes confrontés à une multitude de menaces existentielles, de la crise climatique aux technologies de rupture, et ce à une époque de transition chaotique. Pendant la majeure partie de la guerre froide, les relations internationales ont été largement perçues à travers le prisme de deux superpuissances. Il y a eu ensuite une courte période d'unipolarité. Aujourd'hui, nous évoluons rapidement vers un monde multipolaire. Cette évolution est positive à bien des égards. Il offre une nouvelle possibilité de justice et d'équilibre dans les relations internationales. Alors, il est très optimiste, Pascal Boniface, là, Antonio Guterres. Biden est le seul président à être représenté, alors qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une baisse nette d'influence de l'ONU? Il y a une nette baisse d'influence de l'intérêt des grandes puissances pour l'ONU, puisque 1 sur 5, ça ne fait quand même pas beaucoup. Auparavant, la plupart des chefs d'État se précipitaient pour marquer leur territoire, pour adresser un discours au reste du monde. Et là, pour des raisons diverses, on comprend que Poutine n'a pas trop envie de sortir de Russie, mais de la part du président français ou du premier ministre britannique, bon, je sais qu'il y a la visite d'État de Charles III, on aurait pu choisir d'autres dates. En tous les cas, voilà. Et puis, Macron. J'ai beaucoup de respect pour Antonio Guterres, mais son discours, c'est quand même un peu litanie, liturgie, léthargie. C'est-à-dire qu'on répète des discours en disant qu'il faut faire quelque chose, que le monde est en danger, que l'heure est grave, mais rien ne se passe. Et donc, malheureusement, Antonio Guterres est le secrétaire général de l'ONU, mais il ne préside pas l'ONU. Et lorsque les grandes puissances, et notamment, pas seulement, mais notamment les 5 membres permanents ne sont pas d'accord entre eux, le système est bloqué. Le système est bloqué. Alain Leroy, est-ce que justement l'organisation a perdu en crédibilité? Comment percevez-vous, vous qui avez été secrétaire général adjoint de l'ONU, ce qui se passe, le fait qu'il n'y ait que Joe Biden finalement comme représentant, comme président d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité? Alors c'est vrai que l'ONU est en difficulté aujourd'hui, mais en même temps, moi je me fais plutôt reste un défenseur de l'ONU.
Essentiellement parce qu'il n'y a pas d'alternative. Toutes les autres organisations, que ce soit les BRICS, les 77, le G20... Il y en a beaucoup, justement, on va en reparler. Universelle. Bien. Et donc là, aujourd'hui, on dit, bien sûr, on insiste sur le fait qu'il y a que seul Biden parmi les 5 membres permanents, mais il y a quand même entre 110 et 120 chefs d'État qui sont présents. Là, tout à l'heure, le discours, on a commencé par Lula, puis Biden, puis le président de Colombie et d'autres. Il y a 120 chefs d'État qui sont présents. Monsieur Poutine n'est jamais venu, il ne vient jamais à l'Assemblée générale. Ce n'est pas une nouveauté, il n'est jamais venu à l'Assemblée générale. Le président chinois vient une fois de temps en temps. Bon, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est le président Macron et Rishi Sunak. Bon, Rishi Sunak, quelles sont d'ailleurs les raisons? Je ne sais pas exactement pourquoi il ne vient pas. Je crois qu'il y a des problèmes un peu internes. Bien. Pour le président Macron, c'est donc les visites du roi d'Angleterre et du pape. Mais on voit bien que ces puissances soutiennent beaucoup moins, justement, l'ONU, ce que venait de dire Pascal Boniface. Elles soutiennent beaucoup moins l'ONU, justement. Moi, bien sûr que c'est en difficulté, qu'on voit bien que le Conseil de sécurité est en partie paralysé. Mais en même temps, moi, je dis d'abord, même le Conseil de sécurité continue à fonctionner. Sur les 55 résolutions qui ont été présentées l'année dernière, 43 ont été votées. Bon, après, les 3/4 ont été votées. Alors, bien sûr, pas sur les sujets principaux, là où la Russie est intéressée, sur l'Ukraine ou peut-être sur la Syrie. Mais l'ONU continue à travailler. Et à nouveau, il n'y a pas d'alternative. Ce que font les BRICS, c'est vraiment entre des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, entre l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, etc., l'Argentine. Voilà, donc mon point, c'est que, bien sûr, c'est pas parfait. Le multilatéralisme n'est pas mort, à vous écouter. Ouais. Marie-Françoise Bechtel. Il faut peut-être distinguer le ponctuel et le structurel, si je puis dire. Le ponctuel, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Je crois que les chefs d'État sont quand même embarrassés, parce que venir aujourd'hui à l'ONU, où en plus Zelensky va s'exprimer, et tenir un discours qui doit nécessairement faire une place importante à une guerre qui s'enlise, où les intérêts cachés sont souvent précisément de ceux qui ne peuvent pas être dévoilés. Je pense en particulier à ceux des États-Unis, aux bénéfices que tirent les États-Unis de cette guerre, avec notamment la vente de leur gaz à effet de schiste. Il y a quand même tout le côté embarras par rapport à une guerre qui s'enlise. Et puis, plus structurellement, je crois que l'ONU n'est plus ce qu'il était. Mais alors, depuis quand? La difficulté est de le situer. Personnellement, je peut n'être pas d'accord, je le situerai quand même à la guerre d'Irak, au moment où, contre le mandat, ou sans le mandat du Conseil de sécurité, les États-Unis ont mené une guerre qui n'est pas sans quelque ressemblance avec la guerre d'Ukraine, en ce sens qu'elle a fait un nombre considérable de morts, y compris civils, et qu'elle était totalement injustifiée. Donc il y a une décrédibilisation de l'ONU. Oui. C'est ce que vous et j'ajouterais que ça se reflète dans la personnalité du secrétaire général, qui était parti avec un discours très politique. Je me souviens de son discours initial, lorsqu'il a été nommé, avec le vif soutien de la France d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, on vient sur des sujets certes nobles comme la crise climatique, mais on voit bien qu'il y a renoncement à une action politique. Ziad, il y a un affaiblissement finalement de l'ordre international. Moi je suis un peu d'accord avec madame, c'est-à-dire si affaiblissement il date de cette espèce de conflit séminal qui est l'Irak, dont l'Amérique a outrepassé largement tous les textes onusiens pour mener sa guerre, et donc dès ce moment-là il y a un décalage. Après je serais un peu plus optimiste. D'abord, pour l'avoir vécu, pas comme diplomate, mais comme un journaliste 3 ou 4 fois, l'Assemblée générale, c'est quand même un sacré moment d'échanges multiples et dans tous les sens, entre 110, 120, 130 pays. Il n'y a pas que le Conseil de sécurité, il y a l'Assemblée générale qui est quand même devenue, avec l'affaiblissement du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale est devenue un organe qui porte des voix, et on va y venir. Et puis il y a les salons, et puis il y a les réunions parallèles, et puis il y a les hôtels, et puis il y a tous ces diplomates qui se voient entre eux et qui parlent des affaires du monde. Donc il ne faut pas ramener ça à, évidemment, que Xi Jinping ne va pas venir aux États-Unis en ce moment où il a des tas de problèmes avec les Américains. La deuxième chose, c'est que c'est un organisme qui a été créé, alors c'est vrai que ça fait toujours un peu bobo tiers-monde de le dire, mais c'est quelque chose qui est né de la Seconde Guerre mondiale. Et aucune des structures n'a changé depuis 1945. Et donc quand on parle du Sud global, moi je préfère les expressions des Suds globales, parce qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, ces Suds-là ne se sentent pas représentés dans la machinerie. Et la dernière chose, c'est, encore une fois, l'ONU, c'est pas que ce qu'on voit là, c'est les agences, c'est les maintiens de la paix, c'est la santé, c'est la culture, c'est toutes sortes de choses. Et si vous enlevez ce dernier petit étage de discussion globale, eh ben on va descendre effectivement dans le monde fragmenté, chacun pour soi et sans se parler. Alors vous parliez du Sud global. Le président Lula a quasiment ouvert d'ailleurs le programme des discours juste après Antonio Guterres. Il appelle à un dialogue d'ailleurs pour la paix en Ukraine. On va l'écouter, le président brésilien. La guerre en Ukraine met en évidence notre incapacité collective à faire respecter les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies.
Nous ne sous-estimons pas les difficultés à parvenir à la paix, mais aucune solution ne sera durable si elle n'est pas fondée sur le dialogue. Parce qu'à Boniface, alors là, effectivement, les pays émergents comme le Brésil en font une tribune de ces Nations Unies. On le voit bien avec Lula. En même temps, ils critiquent l'ONU pour ne pas parvenir à une solution. C'est pas tellement l'ONU qui est attaquée par Lula, parce que lui, il vient, et effectivement, d'ailleurs, dans la mesure où les Occidentaux ne sont pas là, l'espace est vide, et ils en profitent pour, justement, se poser comme alternative. Tous les pays du Sud qui ont proposé un plan de paix pour la guerre en Ukraine, Indonésie, Brésil, pays africains et Chine, si on la met dans les pays du Sud, disent tous la même chose, négocier. Négocier tout de suite, arrêter la guerre, et on verra par la suite les questions territoriales. Alors que les Occidentaux et le plan de paix ukrainien, c'est dire d'abord on récupère nos territoires, éventuellement on fait juger Poutine, et ensuite on peut négocier. Donc Lula est dans sa tradition, dans sa cohérence à lui, et il dit la même chose depuis le début du conflit, et c'est une thèse qui est largement partagée dans l'ensemble des Suds, effectivement, partiels ou globaux, parce qu'ils sont très différents. Et pourquoi est-ce important pour Lula, justement, d'être à la tribune des Nations Unies? Il s'adresse à qui? Il s'adresse au reste du Sud global? En fait, là, vu qu'il n'y a pas Poutine, il n'y a pas Xi Jinping et il n'y a pas les Occidentaux, c'est le grand leader des pays du Sud. Et il peut apparaître aux yeux des pays du Sud comme étant celui qui vient et qui éclipse un peu. Il n'a pas l'économie de la Chine, il n'a pas la mauvaise réputation de Poutine. Donc en fait, là, il va faire son marché diplomatique, il va essayer de conquérir le cœur et les esprits, et il y réussit plutôt assez bien en règle générale. Alors Leroy, mais en même temps, on le disait, il y a une concurrence avec tous les... Il y a eu le G20, il y a eu le sommet des BRICS, il y a eu le G77, donc multiplication des enceintes. On a l'impression, quelqu'un disait que c'est une sorte de forum shopping, c'est-à-dire que Xi Jinping ne va pas aller au G20, mais il va aller au sommet des BRICS. Là, Lula va à l'ONU et il ne va pas aller à tel autre sommet. Enfin, c'est vrai qu'il y a une espèce de concurrence de sommets. On se demande à quoi ils peuvent servir finalement. Alors d'abord, c'est vrai, comme disait Guterres tout à l'heure, le monde est multipolaire. Et plus multipolaire qu'avant, c'est mieux que unipolaire. Mais il dit pour ça, il y a besoin d'institutions multilatérales fortes. Et à nouveau, en dehors de tout ce qu'on dit, le G20, les BRICS, aucun n'a une vocation universelle. La vocation universelle, c'est l'ONU, les fameux 120 chefs d'État, et comme disait Ziadiman, en ce moment, il y a les discours, mais après tout ce qui se passe dans les couloirs en ce moment, c'est majeur. On va forcément parler Arménie, Azerbaïdjan, il y aura une réunion au Conseil de sécurité demain, on va parler forcément RDC, Rwanda. On parle. C'est ça ce que on essaie de régler. C'est ce qu'ils disent. On essaie de régler. Juste un tout petit on essaie de régler, on ne règle pas. Non, mais sur ONU et Ukraine, quand même. Je lis partout, l'ONU n'a rien fait pour l'Ukraine, n'a pas empêché le conflit. C'est vrai, mais en même temps, l'ONU, d'abord, vote Assemblée Générale, 141 pays ont condamné la Russie, 141 pays, ça fait 73%, ça veut dire les 3/4, bon, c'est pas rien. Ensuite, la Cour internationale de justice s'est déjà prononcée en mars 2022, de façon provisoire et bientôt de façon définitive, pour condamner également la Russie. Bien. Troisièmement, le HCR joue un rôle majeur pour les réfugiés ukrainiens, l'UNICEF, bien sûr, aussi. L'AIEA, la centrale de Zaporizhzhia, elle est protégée, enfin, les dégâts sont limités grâce à l'action de l'AIEA. Donc c'est le règlement de la paix, en fait, qui est peut-être un problème aux Nations Unies, un échec peut-être du côté des Nations Unies. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les instruments. La Cour internationale de justice n'a absolument rien à voir avec l'ONU, ni dans sa conception, ni dans le fait que de grands États, et non des moindres, ont refusé absolument de... Elle a été adoptée en même temps que la charte de l'ONU, quand même. Oui. Voilà. Mais refuse de se mettre sous sa juridiction. Et je ne parle même pas de la Cour pénale internationale qui, elle, est une sorte de succédanée. Donc même la Cour internationale de justice, elle ne sert pas à grand-chose. C'est un peu que l'OMC qui a été vidé de sa substance, si j'ose dire. On aurait pu citer aussi l'OMC. Mais l'OMC est largement vidé de sa substance, notamment en termes de règlement des conflits et de différents. Donc je crois qu'on est sur du multi. On est sur du multiple, et parce qu'on est dans un monde qui bouge, personne ne sait où va le monde. On est sur du multi, ça veut dire quoi? Ni Lula, ni Xi Jinping, ni Joe Biden, qui, je vous le rappelle, avait fait un sommet des démocraties qui paraît maintenant une initiative bien dérisoire, un an après, c'était il y a un an, je crois. Et voilà, personne ne sait où va le monde, c'est ça la vérité. Donc on ne peut pas reprocher à l'ONU de ne pas le savoir. Mais ce qu'on peut se demander, c'est comment l'ONU pourrait redevenir une véritable enceinte politique et universaliste. Le truc, si je puis dire, c'est qu'on reproche à l'ONU... C'est un peu comme quand on parle de l'Europe. L'Europe, ça ne marche pas. L'ONU, c'est l'émanation
des États qui la L'Europe, ça marche composent. pas un peu mieux que l'ONU? Non, mais je veux dire, l'argument classique, l'Europe, l'Europe, c'est les États membres, l'ONU, c'est les États membres. Comment voulez-vous qu'il y ait un accord de paix à l'ONU si les Russes ont décidé que, quoi qu'il arrive, ils allaient prendre l'Ukraine? L'ONU d'elle-même ne va pas générer une solution magique. L'ONU, c'est cette espèce d'extrapolation de notre vie commune ensemble. Donc c'est forcément le bazar, c'est forcément dans les périodes où il y a des pouvoirs forts, bipolaire, États-Unis, Russie, il y a un semblant d'ordre. Quand les Américains étaient maîtres sur Terre, ils ont contribué largement à décrédibiliser l'ONU parce qu'ils ont pris des décisions, on en a parlé, tout seuls, sans demander à personne. Donc c'est pour ça que je dis, de parler du monde multipolaire, oui, de parler de la fragmentation, oui, mais de faire le procès de l'ONU, on peut dire que peut-être que l'ONU est obsolète. Mais Pascal Boniface, c'est ça peut-être. S'il n'y a plus cet étage, plus personne ne parle avec personne. Chacun va aller dans son coin et régler ses problèmes tout seul. Donc quand même, quand vous allez à la tribune et que vous interpellez, quand on va voir le discours de Zelensky, il va interpeller, on va l'entendre. Ça va faire le tour du monde. C'est pas accessoire. Et quand les gens du Sud disent « votre Conseil de sécurité, c'est de la blague parce que c'est tenu par les gens qui ont un droit de veto », c'est entendu dans le Sud. Et donc, c'est tous, même si ça ne marche pas très bien, c'est des caisses de résonance. Obsolescence, peut-être. Il y a un effet tribunicien qui est réel. Alors, obsolète, oui, le monde n'est plus celui de 1945. Il y a quand même un consensus assez large pour dire qu'il faudrait ne serait-ce qu'élargir le Conseil de sécurité pour avoir le Japon, la Chine mais on sait, mais qui bloque? Sauf qui bloque tout le monde un peu. Tous ceux qui ont le droit de veto, en gros. Non, pas la France et le Royaume-Uni, qui sont tout à fait ouverts à cela, mais principalement la Chine, la Russie et les États-Unis. Exactement? Ouvert à un élargissement du Conseil de sécurité. Donc, à quel pays? Alors, les pays qui sont le plus souvent cités, c'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Sauf que si on fait rentrer le Brésil, le Mexique n'est pas très content. Si on fait rencontrer l'Afrique du Sud, le Nigeria se fâche. C'est très compliqué tout cela. En fait, moi je suis assez d'accord avec celui, c'est que l'ONU, enfin c'était Dag Marshall qui avait dit l'ONU n'est pas là pour apporter le paradis, mais pour éviter l'enfer. Donc c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres. C'est tout à fait imparfait. C'est la définition de la démocratie, voilà. d'après Churchill. Exactement. Bon. Mais le monde n'irait pas mieux si l'ONU n'existait pas. Heureusement que le monde va déjà assez mal, mais si l'ONU n'existait pas, le monde irait encore plus mal. Mais une fois encore, il ne faut pas se tromper de cible. Ce n'est pas l'ONU, c'est la réunion des bonnes volontés. Lorsque les bonnes volontés ne sont pas là, le tournant historique, vous citez, Madame, 2003, mais il y a aussi 90, lorsque l'URSS de Gorbatchev accepte de punir Saddam Hussein, qui est pourtant l'allié de l'Union soviétique. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité agit, comme on l'a prévu pour la charte, pour faire respecter le droit. Sauf qu'après, on a abandonné Gorbatchev, il y a eu beaucoup d'espoir au début des années 90 sur l'ONU, le maintien de la paix, vous avez connu cette période, et tout ça est terminé quand il y a eu un retour en force de l'unilatéralisme. L'ONU ne souffre pas du droit de veto, elle souffre de l'unilatéralisme. Joe Biden, en tout cas, lui, pense que l'ONU probablement sert à quelque chose, puisqu'il a, lui, parlé. Il a démarré donc cette série de discours et il a évoqué, bien sûr, l'Ukraine. Il a appelé tous les pays à se dresser contre l'agression russe. Il a parlé aussi beaucoup de progrès. On va l'écouter. Pour la deuxième année consécutive, cette assemblée dédiée à la résolution pacifique des conflits est assombrie par l'ombre de la guerre. Une guerre illégale de conquête menée par la Russie contre son voisin, l'Ukraine. Évidemment, nous soutenons les efforts ukrainiens pour trouver une solution diplomatique menant à une paix juste et durable. Seule la Russie se met en travers du chemin de la paix. Parce que pour la Russie, le prix de la paix, c'est la capitulation de l'Ukraine, le territoire de l'Ukraine et les enfants de l'Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, là on voit bien en plus ce regard de Volodymyr Zelensky qui est dans l'assistance, qui écoute Joe Biden. Il faut rappeler quand même le contexte électoral aux États-Unis, important. On attend d'ailleurs le discours de Volodymyr Zelensky. L'Ukraine reste tout de même vraiment au sein de cette tribune. On sent que ce conflit, il tient vraiment en fait. Ça montre une fois de plus le rôle central de l'ONU. Où est-ce qu'on discute de l'Ukraine en ce moment? Biden, Zelensky et puis les représentants russes, il y en aura bien. C'est d'ailleurs M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. C'est bien, forcément, on va beaucoup discuter d'Ukraine dans les couloirs. Il n'y a pas de résolution du conflit de l'Ukraine à l'ONU. Non, mais il y en a nulle part. Il y en a nulle part pour le moment bien. Mais juste un tout petit point pour rebondir à ce que disait Pascal Boniface.
même les Américains, et Biden l'a redit aujourd'hui, il l'avait déjà dit l'année dernière, il se prononce enfin pour un élargissement du Conseil de sécurité. Le point, moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde dit l'ONU est obsolète, mais en même temps, tout le monde cherche à comment réformer l'ONU, parce qu'à nouveau, personne n'a d'idée alternative. Donc c'est comment réformer l'ONU, élargir le Conseil de sécurité, peut-être auto-limitation du droit de veto. Il y a beaucoup d'initiatives, elles se passent toutes dans l'ONU. On ne peut pas faire table rase. Comme disait Ziad Liman, elle est là, c'est ce que font les États membres. Et même Lula, tout à l'heure, quand il dit le monde est injuste, etc., il s'adresse à l'ONU et il demande une ONU plus équitable. Mais personne ne demande autre chose que l'ONU. On demande une ONU réformée, plus adaptée. C'est ça. Voilà. Pour moi, la solution, elle est dans l'ONU, réforme de l'ONU. Compliqué, mais il n'y a pas d'autre voie. Compliqué parce que, effectivement, ça demande, j'imagine, toute une procédure compliquée. Il y a les droits de veto. Enfin, il y a 5 membres du Conseil de sécurité. Vous parliez de paralysie. Pour en revenir à l'Ukraine, 35 pays, donc, membres de l'ONU, dont 17 Africains, s'étaient abstenus, bien sûr la Chine et l'Inde aussi, à condamner la Russie pour avoir envahi l'Ukraine. Est-ce que, à votre avis, Marie-Françoise Bechtel, Joe Biden essayait encore de les convaincre de justement, cette fois, ne plus condamner, de condamner la Russie? Il me semble qu'il y a un principe de réalisme qui parcourt quand même la politique américaine. Les Américains ont bien des défauts, mais ils sont réalistes. Donc je ne suis pas sûre qu'ils cherchent à les convaincre, mais je suis sûre qu'ils cherchent à ce que sa voix parle au monde, que le monde sache qu'il a peut-être tenté de le faire, c'est-à-dire qu'il s'est posé dans une position universaliste. Et ceci montre aussi d'ailleurs l'intérêt de l'ONU, l'intérêt que cette tribune revêt encore aujourd'hui pour les plus grands dirigeants de la planète, peut-être le plus important de tous. Est-ce que Joe Biden est justement un universaliste ? Plutôt un peu idéaliste. Savez, on oppose souvent l'universalisme américain et l'universalisme français. Les Français sont porteurs d'un message universel, celui qui fut celui de la Révolution française. Les Américains, pour eux, l'universalité, c'est l'adoption de leurs propres règles par le monde entier. C'est une chose tout à fait différente. C'est ce que reflétait d'ailleurs le sommet de démocratie qui a été un peu une bulle. Donc, il est difficile de répondre à votre question. Ziad. En tout cas, il l'utilise comme une tribune. On a l'impression qu'il veut convaincre ces pays du Sud tout de même à condamner la Russie. On voit l'échange de regards avec Volodymyr Zelensky, qui, lui, a priori, est là à la fois pour s'adresser à ce Sud global, mais en même temps, peut-être aussi pour s'adresser aux Américains, puisqu'il va ensuite, d'ailleurs, le lendemain, à Washington. Mais sur ces fameux Sud globaux, ils n'ont pas tous le même regard sur l'Ukraine. Globalement, si on peut caricaturer un peu, ils se disent « c'est pas notre guerre ». Et elle n'entraîne que des problèmes pour nous, que ce soit l'inflation, même si ce n'est pas exactement lié à la guerre, que ce soit les problèmes alimentaires, que ce soit leur relation directe avec la Russie. La Russie est très impliquée partout dans le monde, ce n'est pas un État enfermé sur lui-même, coopération militaire, etc., ils sont un peu partout. Que ce soit leur relation par ricochet avec la Chine. Donc en gros, ce conflit n'est qu'un sac de nœuds qui ne nous concerne pas et qui est une guerre entre eux. Et c'est ça qui est assez important. Et eux, c'est qui, l'Occident ? Eux, c'est l'Occident, les Russes, les Ukrainiens, les Américains qui les soutiennent, etc. Il y a une deuxième chose dans ces Sud globales, c'est le montant des appuis à l'Ukraine qui pose un problème de politique intérieure. Quand vous dépensez 75 ou 80 milliards d'aides à l'Ukraine, c'est probablement justifié. Mais les gens du Sud vous disent, mais et nous, le réchauffement climatique, on a 100 milliards prévus depuis 10 ans, on n'a pas vu le tiers du quart de la moitié, etc., etc. Mais en même temps, tous ces pays sont grosso modo conscients que c'est une guerre d'agression avec une violation de la charte, etc. Donc on est dans cet entre-deux permanent. On reconnaît que d'où ces abstentions. Abstention. Il y a des pays aussi qui ont des histoires très anciennes avec la Russie soviétique. Il y a des tas de gens qui ont été formés à l'université Patrice Lumumba à la grande époque et qui ont l'esprit. Le Sud reste, j'allais dire, révolutionnaire dans une partie de ses cadres, marxistes, etc. Il y a toujours ça qui traîne, mais c'est pas notre guerre. Et c'est ça, quand Biden vient et essaye de parler, c'est votre guerre, parce que les frontières intangibles, vous connaissez ça très bien en Afrique, en Asie, si on bouge les frontières, c'est pas on va avec ça. Donc c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que vous parliez des plans de paix intermédiaires, et on est vraiment dans cette discussion maintenant. Chacun sort son plan de paix, il y a une version sud globale, Lula. Il y a une version Occident, et il y a la version russe qui dit de toute façon les deux ne m'intéressent pas, je veux gagner. Est-ce que l'Ukraine, Pascal Boniface, a accentué justement une séparation entre l'Occident et ce fameux Sud global ? Clairement, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de pays du Sud, tout cet argent qui va à l'Ukraine ne va pas à nous, on en a besoin, et par ailleurs... Et il a été promis auparavant. Oui. Et par ailleurs, ils disent qu'en nous, il y a des guerres, personne ne s'en occupe,
occupe. Et là, c'est une guerre entre Européens, finalement. Et vous voulez que le monde s'arrête pour qu'on ne s'occupe que de cela. Et puis, ils disent aussi, personne n'a été jugé, George Bush ou Tony Blair, pour la guerre en Irak. Et à l'époque, personne ne parlait de saisir la Cour pénale. Donc, il y a une sorte de rancœur sur l'importance que le monde occidental met à l'égard de cette guerre, qui est centrale pour nous, mais dans le reste du monde, elle n'est pas centrale, elle est périphérique. Et là, il y a vraiment une différence de perception. Cette différence entre le Sud, les Suds et le monde occidental existait déjà auparavant. Elle a été très nettement accentuée par cette guerre d'Ukraine. Et j'ai un peu l'impression que chez les Occidentaux, on commence à réaliser qu'il y a ce fossé en disant « attention, il faut faire… » Parfois, il y a un déni. Certains disent non, il n'y a pas du tout. Ou certains disent non, ils ne comprennent pas, il faut leur faire comprendre, sans savoir qu'ils ont un autre point de vue que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, et que ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de position. Moi, j'ai envie de dire, ce qui est frappant, effectivement, c'est que, comme vous le dites, l'Ukraine, c'est vu par une partie du Sud global comme une guerre entre Romains qui ne nous concerne pas. Donc c'est d'autant plus remarquable, à mon sens, que pour condamner la Russie, les premiers votes, c'est 141 pays. Oui. On parle de 35 abstentions, mais 141 pays qui condamnent. L'Occident, c'est peut-être 40 pays. Donc il y en a 141. Donc il y a 100 pays qui ne sont pas l'Occident, qui ont condamné la Russie, y compris le Brésil. Le Brésil a voté les résolutions condamnant Ils ne prennent pas de sanctions. Oui, ils ne prennent pas de sanctions, mais ils n'ont pas de sanctions, mais ils ont condamné la Russie. C'est cette position médiane dont vous parlez. Condamné toutes les attaques à l'intégrité territoriale. Je crois que c'est quand même pas négligeable. Et tout à l'heure, Guterres disait, si on laisse des pays violer la charte de l'ONU et l'intégrité territoriale des autres pays reconnus par l'ONU, plus personne ne se sentira protégé. Donc là, c'est un message que je crois que tout le monde comprend, y compris en Afrique. Marie-Françoise Bechtel, je vous laisse boire une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau, ça fait merci. Oui, sur justement ce Sud global versus l'Occident. Bien, le Sud global versus… D'abord, il n'y a sans doute pas un Sud, mais des Suds, très probablement. On parle des 140 pays qui ont voté, mais ils ne sont pas tous de la même taille ni de la même importance. Il faudrait peut-être regarder par les populations. Enfin, c'est vrai que c'est assez considérable quand même. Il y a quand même un mouvement d'entraînement d'une partie du Sud par les pays occidentaux riches et ils sont influencés éventuellement et pressionnés par eux. Tout ça est normal. Il n'empêche que le monde est fragmenté et que la guerre d'Ukraine a peut-être été un révélateur de cette fragmentation. On parlait de la pauvreté, mais le sommet du millénaire en 2000 avait déjà fixé un objectif d'éradication de la pauvreté qui a été mieux rempli qu'on ne le croit. Beaucoup mieux rempli qu'on le doit, car la pauvreté a effectivement régressé considérablement. Je ne vais pas donner le pourcentage, je ne retiens pas les pourcentages. Mais elle a considérablement régressé, elle a régressé surtout à cause du développement de la Chine et de l'Inde, qui sont développements qui se font au détriment, naturellement, de l'effet carbone. Et il y a tous ces… Donc, si vous voulez, les problèmes se percutent un petit peu les uns les autres. Et Guterres, c'est peut-être dans la situation du chef d'orchestre qui devrait pouvoir orchestrer tout ça et le faire sur le fond dissonant de cette guerre en Ukraine qui divise quand même le monde et dont on ne sait pas non plus quand on peut sortir. Mais ça ne sera sûrement pas sous l'égide de l'ONU, où je me trompe fort. Mais Guterres, aujourd'hui même, a présidé une réunion sur les objectifs de développement durable. Voilà, il essaye de faire mettre 500 milliards de dollars. Donc c'est le rôle de l'ONU de convening power. Donc, ceux qui il n'y parvient pas. J'ai vu justement que les objectifs de développement durable, le fameux ODD, c'est un programme donc, en 17 points adopté en 2015 qui vise justement à améliorer le sort des pays les moins bien cotés avant 2030. Et manifestement, il n'y a pas encore d'argent. Justement, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a que 15% des objectifs qui ont été remplis jusqu'à maintenant. Et donc, c'est l'ONU, c'est lui-même qui a réuni une réunion hier avec les chefs d'État concernés pour donner ce qu'il appelle un stimulus en essayant d'arriver à cette somme de 500 milliards pour arriver à cet objectif de développement durable en matière de réduction de la pauvreté, l'accès à l'eau, et voilà. Et à nouveau, c'est l'ONU qui pousse là-dedans et personne d'autre. Oui, il essaye de pousser l'ONU là-dedans, sur les ODD. Mais enfin bon, effectivement, si ça a démarré en 2015, on peut dire qu'on n'y est pas du tout, Ziad. Si on est à peu près à 15% d'objectifs remplis. Ça reste une enceinte crédible, malgré tout, alors que ça fait des années qu'on l'attend. Mais encore une fois, ce n'est pas eux qui vont faire le chèque. C'est les Américains, c'est les Européens, c'est les Chinois, c'est les Indiens. Enfin, c'est les membres qui doivent faire le chèque. C'est les membres qui doivent définir une nouvelle architecture de développement durable. C'est les membres qui doivent accepter que le changement climatique… Quand j'entends, excusez-moi, je fais un petit détour par la politique française, quand j'entends M. Sarkozy me dire que c'est la faute de la démographie en Afrique qu'on a le changement climatique, comment voulez-vous que ces Suds globaux entendent ce genre de discours, à part une espèce de condescendance nataliste assez insupportable? Donc voilà, donc encore une fois, Guterres… Après, moi, sur Guterres, je trouve qu'il est un peu en fatigue dans le désastre annoncé.
Donc il passe son temps à nous dire que le monde s'effondre, que la planète va brûler. L'effondrement a démarré. Hein. Non, mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant parce que c'est clairement prouvé que psychologiquement, ça ne donne pas l'effet de motivation. Mais au moins, il a le mérite de rappeler ses engagements et il met les grandes puissances, parce qu'encore une fois, je rappelle, c'est les États membres et donc qui gouverne, c'est les grandes puissances, devant leurs responsabilités et leur carnet de chèques qu'ils sont supposés sortir. Il ne devait pas être ravi qu'il n'y ait que Joe Biden comme chef de l'État, je pense, à la tribune des Nations Unies, Pascal Boniface. Un mot sur les États-Unis et la Chine, cette rivalité qui structure aujourd'hui cette géopolitique mondiale dans ce monde fragmenté. On sent bien, et d'ailleurs Joe Biden en a parlé, de la Chine en disant qu'il veut continuer à faire des partenariats. Mais enfin, on sait bien que cette rivalité, cet affrontement, en fait, structure aujourd'hui cette géopolitique. Complètement, et c'est de plus en plus montant. Alors même s'il y a une accalmie dans la croissance de la Chine, on voit bien quand même que la Chine rattrape à grande vitesse le PIB américain, et c'est ce qui tétanise les États-Unis. Bien plus que la question des droits de l'homme, qui était la même il y a 50 ans, à une époque où le non-respect des droits de l'homme par la Chine gênait moins les États-Unis. Et effectivement, les États-Unis, des fois, demandent de choisir. On voit bien que là aussi, il y a les problèmes se fusionnent, puisque la guerre en Ukraine donne une occasion supplémentaire aux États-Unis de dire « Attention, vous voyez, il y a un axe Moscou-Pékin, donc il faut créer une large coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires ». Large coalition des démocraties, un peu à géométrie variable, vous l'avez dit, madame, mais la guerre en Ukraine vient encore plus accentuer cette rivalité Pékin-Washington. Pékin n'aide pas militairement la Russie, mais la Chine ne veut pas que la Russie s'effondre, qu'elle perde la bataille, et elle est quand même plus proche de la Russie que les États-Unis, alors que les États-Unis sont complètement du côté de l'Ukraine. Il faut quand même remarquer que lorsque la Chine fait un plan de paix qui est quand même relativement favorable à la Russie, Zelensky ne dit pas « circulez, je ne veux pas vous voir ». Il dit « ah bon, on va étudier si la France ou si l'Allemagne avait fait le même plan de paix que la Chine, Zelensky aurait hurlé au scandale que l'on puisse proposer un plan de paix ainsi ». Donc même lui fait un peu attention à la Chine. Et justement, dans cet affrontement, là, on voit bien que cet affrontement n'a rien à voir avec... Qu'est-ce que la Chine fait de l'ONU depuis le début, finalement ? Elle s'abstient pratiquement tout le temps, c'est ça, au Conseil de sécurité ? Non, elle fait de l'entrisme. Pour ceux qui ont travaillé à l'ONU, les principaux changements à l'ONU... Parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, je le rappelle. Oui, elle est membre depuis 1971. Avant, c'était Taïwan, comme bien. Elle est membre permanent, mais jusqu'aux années 2012-2015, la Chine était silencieuse aux Nations Unies. C'est un des proches changements qu'on voit aux Nations Unies quand on y travaille, c'est combien la Chine est devenue assertive. C'est affirmé aux Nations Unies, ça c'est la volonté de Xi Jinping. Deng Xiaoping est évidemment tout à fait sur une autre ligne. La Chine s'est très, très fortement affirmée à l'ONU. C'est un grand changement. Elle ne fait pas que suivre Moscou dans les abstentions au Conseil de sécurité. Elle suivait Moscou jusqu'en 2012. Maintenant, c'est plutôt Moscou qui suit la Chine. C'est plutôt dans ce sens-là. Bien. Simplement, sur l'économie chinoise, tu dis la compétition est forte. En même temps, il y a comme un débat sur la validité de l'économie chinoise aujourd'hui. Est-ce que c'est une panne structurelle ou conjoncturelle ? On pourrait en débattre. Mais sur la puissance chinoise. Bien sûr. Mais le dernier point que je voulais dire, c'est ce que disait Biden, intéressant tout à l'heure. Il disait, nous devons gérer notre compétition avec la Chine de façon raisonnable, de façon responsable. Bien. Et il a dit, de-risking but not decoupling. C'est-à-dire, on doit limiter notre dépendance à la Chine, donc dérisquer, mais pas découpling, c'est-à-dire pas se séparer de la Chine, parce qu'on a beaucoup d'intérêts en commun sur le climat, travaillons ensemble, etc. Je trouve que cette façon de gérer de façon responsable la compétition, je trouve que c'est un des axes qui est visiblement... Est-ce qu'on n'est pas dans le discours, là, Marie-Françoise Bechtel ? Oui, mais moi dérisking, découpling, enfin, on sait bien quand même qu'il y a un découplage aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Oui, mais pas sur le climat. Oui, pas sur le climat, enfin, ils essayent de coopérer sur le climat. Est-ce qu'ils coopèrent vraiment ? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment ? Parce que dans les années 2000, on pensait que la Chine, le PIB chinois, le PIB aurait rattrapé le pays et dépassé le PIB américain et que ça serait fait aujourd'hui. Or, ce n'est absolument pas fait. Par ailleurs, la Chine, sans être en récession, voit quand même sa croissance considérablement réduite. Et elle a aussi un problème avec les marchés extérieurs. Il y a tous ces éléments-là. Si elle était si en retard, les États-Unis ne seraient pas si inquiets. Mais ils ont peut-être moins lieu d'être inquiets qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, me semble-t-il. C'est peut-être hardis. C'est pas l'effet qui... Parce que l'effet de rattrapage a été quand même moins fort que ceux qu'on annonçait. Donc, il est plus facile aux Américains aujourd'hui de tendre la main à la Chine que cela l'était peut-être il y a une dizaine d'années, si on veut être optimiste. Il y a deux choses qui ont bougé. Avant, la Chine ne faisait pas d'entrisme, mais elle ne faisait pas non plus de militarisme. Aujourd'hui, la Chine fait de l'entrisme dans les organisations internationales.
Et elle a une attitude militariste sur sa zone d'influence. Et donc forcément, la zone d'influence de la Chine, c'est la même que celle des États-Unis, l'Asie du Sud-Est, Philippines, Japon, Malaisie, Vietnam. Là. Donc on est directement dans quelque chose de conflictuel, en tous les cas de grande puissance. La deuxième chose, vous avez raison sur les chiffres, mais le progrès, la modernisation américaine depuis des années, c'est absolument stupéfiant. Oui. C'est-à-dire ces gens se modernisent à une vitesse que personne ne suit. Même l'Europe a découplé. C'est-à-dire l'écart entre le PIB global de l'Union européenne et le PIB des États-Unis, on a perdu 25% en quelques années. Donc les Américains ont cette force et on ne peut pas leur enlever ça. Ils restent leaders, ils ont une capacité de modernisation, ils ont un système financier qui permet de mettre beaucoup d'argent dans la recherche, beaucoup d'argent dans les startups, de créer des Google, des machins tout le temps en permanence. Et ils ont cette force. Et la Chine, ce qui bloque la Chine, c'est quand même le centralisme. Xi Jinping veut de la puissance, mais en même temps, il sabre tout le secteur privé. Or, qui est, sans être macroniste dans le sang, mais qui fait de la croissance, c'est le secteur privé. Et quand la Chine était émergente, elle était portée par un secteur privé très puissant. Et ça ralentit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les Américains peuvent se permettre d'avoir une espèce de marge de manœuvre. Mais parce que c'est aussi dans leur intérêt, Pascal Boniface, d'avoir une sorte de marge de manœuvre, les Américains, avec la Chine. Parce que malgré tout, il y a une dépendance économique aussi entre les deux pays. Le découpling est juste impossible. Il y avait 2 milliards d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis par an pendant la guerre froide. Entre la Chine et les États-Unis, c'est 2 milliards par jour. Donc, sans accès au marché chinois, Walmart, ils mettent des produits chers dans les magasins. Apple a des produits qui viennent, qui sont beaucoup plus chers. Donc, ils ont besoin du marché chinois et surtout des producteurs chinois. Donc, en fait, dérisquer, c'est à ne pas être dépendante pour tel produit de la Chine. Ça, l'Europe aussi essaye de le faire. Mais découpler, aller demander aux industriels français de découpler leur économie du marché chinois, ils vous diront surtout pas. On est trop impliqués. Et les Allemands plus encore. Oui. Les Allemands plus encore. Mais on est quand même dans une stratégie d'endiguement de la part des États-Unis autour de la Chine. Très clairement. Et effectivement, et disons que le comportement récent de la Chine, qui est de plus en plus affirmé, effectivement, et des fois un petit peu brutal, les nouvelles cartes qu'ils ont publiées, qui viennent empiéter un peu sur le territoire d'autres pays. Il y a des pays qui auparavant disaient bon, c'est pas très grave. Maintenant, certains, comme les Philippines, même l'Indonésie, se disent bon, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une contre-assurance américaine, et le trop de confiance en eux que les Chinois ont peut commencer à faire peur à certains de ses voisins. Et est-ce que ça restructure justement l'ensemble de ces relations internationales ? Un petit peu. Par exemple, vous aurez noté que le président Xi Jinping n'a pas venu au sommet du G20 à Delhi. C'était le seul des grands dirigeants qui n'est pas venu, en raison de sa rivalité avec l'Inde. De sa rivalité avec l'Inde, bien sûr. Et dans tous les discours d'aujourd'hui, y compris des Africains, on dit le grand problème de l'Afrique, c'est la dette. Et quand on dit ça, la dette de l'Afrique, c'est essentiellement en ce moment à l'égard de la Chine. Donc, la Chine n'est pas en aussi bonne position partout. Mais aux États-Unis, il y a un débat. Aux États-Unis, la politique étrangère est souvent fabriquée par les think tanks de droite, de gauche qui discutent, les cercles d'influence. Il y a un vrai débat fondamental aux États-Unis sur la politique que l'Amérique doit avoir vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'il faut monter en tension ? Est-ce qu'il faut découpler ? Est-ce qu'il faut dérisquer ? Mais c'est quand même un vrai débat. Et les Américains, encore une fois, sont suffisamment smart, vous le disiez, pragmatiques, je crois que vous avez utilisé le mot, pour voir que leur concurrent à long terme, c'est peut-être pas tout de suite, mais leur concurrent à long terme dans l'histoire du monde, c'est cette Chine peuplée d'1,2 milliard d'habitants qui va forcément prendre de la place et pas nous. Alors il nous reste 5 minutes. Est-ce la fin de l'ordre mondial de l'après-guerre froide, comme le suggère Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, Pascal Boniface ? L'ordre mondial de l'après-guerre froide était bipolaire, donc sa fin date d'il y a 30 ans. Oui, c'est pas du tout nouveau. Là, il y a un monde en recomposition avec d'une part une relative bipolarité entre les États-Unis et la Chine, mais surtout une très nette multipolarité avec un tas de forums, dont les BRICS, qui ne sont pas les seuls. Et donc, en fait, c'est vraiment un peu que sans fleurs s'épanouissent. Il y a des puissances qui sont de moins en moins. Même si la Chine est une grande puissance, elle n'est pas à la tête d'un bloc, comme était l'Union soviétique, avec des pays qui obéissent au doigt et à l'œil, comme faisait à l'époque la Pologne, l'Allemagne de l'Est et tous les pays de l'Est. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Monde fragmenté, monde multipolaire, quel est le meilleur terme ? Fragmenté, parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, les institutions de la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont contestées, pour ne pas dire obsolètes.
Mais en même temps, c'est ça qu'on veut réformer. On n'a pas parlé d'économie, mais dans tous les discours, tous les Africains disent on veut une architecture économique mondiale réformée. Ça veut dire FMI, Banque mondiale, créée à Bretton Woods en 1944, doivent être réformées. Mais c'est ça qu'ils demandent. Pour le moment, les alternatives, c'est la Banque des infrastructures chinoise qui n'est pas à la hauteur, ou la New Development Bank des BRICS qui est à nouveau pas du tout à la hauteur. Donc c'est à nouveau Banque mondiale, FMI, à réformer, bien sûr, à changer la gouvernance, tout ça bien sûr, et à augmenter les capacités de la Banque mondiale. C'est vers ça qu'on va, c'est renforcer les capacités de la Banque mondiale et du FMI, plutôt que de créer à nouveau des alternatives qui sont pour le moment pas du tout à la hauteur des défis. Marie-Françoise et je note que le secrétaire général de l'ONU, pour revenir à lui, est conscient de cela, puisqu'il a ouvert avant-hier la session par un groupe de travail dit de haut niveau sur une nouvelle architecture financière pour le monde. Alors on n'en parle pas, on ne sait pas ce que ça a donné, mais c'est quand même, ça revient à dire, il faut réviser le FMI. Et ça fait très longtemps, en fait, d'ailleurs, oui, mais c'est une initiative politique plus hardie que le grand consensus autour du climat, dans lequel il se met évidemment, mais il y est obligé. Il le fait d'ailleurs avec un certain enthousiasme. Donc monde fragmenté Oui, monde fragmenté, mais pourquoi pas demain une nouvelle multipolarité. Après tout, l'Occident, les BRICS, il reste deux énormes problèmes. Que faire de la puissance russe ? Je parle de la puissance traditionnelle, je ne parle pas de la Russie poutinienne, qui est un problème récurrent dans l'histoire de l'Europe depuis avant la guerre de Crimée, depuis Napoléon en réalité. Et l'autre, c'est l'Afrique. Quelle place trouve l'Afrique, ou notamment les pays du Sahel, là-dedans ? L'Afrique du Sud, on n'est pas trop inquiet, elle est déjà dans les BRICS, mais que le Nigeria, bon, grand pays. Mais quelle place pour ces pays d'Afrique ? L'Union africaine vient de rentrer dans le G20, vous l'avez noté. L'Union africaine est rentrée dans le G20. Oui, elle est rentrée dans le G20. Monde fragmenté. Ça fait partie de la multipolarité. C'est fragmenté. Avec l'émergence, ce qui est très nouveau, de puissances moyennes, parce que ce n'est pas une fragmentation de grands et de petits. C'est des grands, des petits, et au milieu, il y a des puissances nouvelles. L'Arabie Saoudite, la Turquie, le Brésil, qui existent. Oui. Et c'est fragmenté au moment où les défis à l'humanité sont globaux. C'est le moment où on a le plus besoin d'être ensemble, développement durable, changement climatique, réorganisation financière, technologie, etc. Et on part chacun un peu de son côté sur ses intérêts. Et c'est là que moi je vois le vrai danger, parce que on ne peut pas continuer à rester chacun dans sa maison alors que l'ensemble du système est en train de prendre feu, tranquillement, mais sûrement. Donc le monde va dans le mur ou pas ? Non, il ne va pas dans le mur, mais il est à la fois global et chaotique. C'est ça. Oui. C'est le chaos. Et difficile à comprendre, à déchiffrer. C'est le chaos, mais au moins l'ONU essaye d'harmoniser un peu les choses. Les convening power de l'ONU. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pascal Boniface, Marie-Françoise Bechtel, merci beaucoup. Alain Leroy d'avoir été avec nous. Ziad Lima, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, #débat F24, également en podcast. À demain.